Salut, comment ça va ce matin? Moi je me tape une de ces crèves. Je suis malade, t'imagines même pas. Oh, mais c'est qu'il a l'air tout bougon. Alors déjà, je suis pas bougon, je suis ténébreux et en plus j'ai une intro à faire, alors poupougne. Ah oui, c'est sûr, poupougne, ça fait bien ténébreux. Ben vas-y, fais-la ton intro. Et après, t'oublieras pas de ranger ton bordel, hein. Salut à tous mes chers petits camarades. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un justicier urbain qui n'est pas là pour trier les gommettes et avec lui refaire un tour du côté des gros durs et de la violence décomplexée. Mais pas seulement. Le Punisher est un personnage de comics apparu pour la première fois en 1974 comme antagoniste dans une aventure de Spider-Man. Un petit test d'usage pour les nouveaux concepts sans qu'il ait encore toutes les origines qu'on lui connaît. Décrit comme un ancien US Marine tourmenté, il tue de vilains méchants et est manipulé par The Jackal. Contrairement à ce qui est parfois avancé, les auteurs n'avaient pas l'intention d'en faire un nouvel ennemi. D'ailleurs, il s'allie à Spider-Man dès qu'il comprend la supercherie, mais plutôt un anti-héros secondaire de l'univers Marvel. Il devait même s'appeler The Assassin, mais Stan Lee refusait qu'un gentil porte ce nom, lui préférant alors The Punisher. Ce qui ne change rien au fait qu'il assassine des gens. Mais bon, passons. Le scénariste à l'origine du personnage, tout comme de son visuel, est Jerry Conway, réputé pour avoir écrit la traumatisante mort de Gwen Stacy dans Spider-Man. Autant dire un mec pas abonné aux idées gentillettes. Le légendaire John Romita Sr. finalisera le chara-design avant que Ross Andru n'ait le privilège de dessiner l'épisode fondateur. La couverture, désormais culte, on la doit quant à elle à ce grand monsieur qu'est Gil Kane, ancré par le même Romita Sr. Conway sera le premier surpris par le succès du personnage, auquel il sera chargé de coller une véritable genèse l'année suivante, comme tout bon perso de comics qui se respecte. Le nom de Frank Castle, né Francis Castiglione, ne vous dit peut-être rien. Et pourtant, il s'agit d'un homme au destin extraordinaire qu'un simple pique-nique à Central Park va changer pour toujours. Né en 1947 aux États-Unis d'Amérique, Frank se destine tout d'abord à la prêtrise, mais s'avère incapable de pardonner les péchés. Il rejoint ensuite l'armée, après avoir épousé sa compagne Maria, alors enceinte. Extrêmement doué, il intègre les forces d'élite et part servir durant la désormais fameuse guerre du Vietnam. C'est pour pouvoir y servir une troisième fois, au lieu des 2 autorisés, qu'il change son nom en Castle. De retour du front, Frank va emmener femme et enfants à Central Park, sans se douter que cette simple promenade va se transformer en véritable enfer. Assistant à une fusillade entre gangs, sa famille est massacrée par des mafieux bien décidés à ne laisser aucun témoin. Ayant miraculeusement survécu, Frank cherche à témoigner contre les meurtriers, mais est vite confronté à une justice corrompue et à des policiers véreux. Il prend alors la décision extraordinaire de rendre justice de ses propres mains. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Convaincu qu'il doit désormais mener une véritable guerre contre les criminels de tout poil, Frank Castle, alias le Punisher, se livrera pendant des décennies à une croisade sanguinaire qui fera plus de 2000 victimes. Tu sais, t'auras jamais une aussi belle voix que Patrick. Non mais je sais. Suite à ça, le Punisher multiplie les apparitions dans les aventures d'un peu tout le monde. Le petit souci, c'est que Marvel ne sait pas trop quoi faire de ce personnage apprécié, mais on va pas se mentir, un peu gênant. Ne sachant comment prendre la thématique, les apparitions de Pupu vont parfois frôler le ridicule, comme dans cet épisode où il tente de buter un couple qui jette ses déchets sur la chaussée avant d'être arrêté par Spider-Man. Il faudra attendre 1985 et les suppliques acharnées de l'auteur Stephen Grant pour que le Punisher obtienne une mini-série solo. Dessiné par l'excellent Mike Zeck, on y balance à la poubelle les pétages de câbles du personnage pour le traiter avec plus de sérieux, de noirceur et de badassitude. Le succès considérable de ce qui ne devait durer à l'origine que 5 épisodes donna naissance à non pas une, non pas 2, mais bien 3 séries parallèles rien que pour notre cher mitrailleur. Non content de ça, Punisher aura le droit à moultes apparitions, dont un des rares crossovers DC Marvel face à Batman, un film où il est joué par Dolphy, faisant de lui au passage le premier super-héros Marvel à être adapté sur grand écran, et un jeu rien qu'à lui chez Capcom, avec même Nick Fury pour le joueur 2. Alors évidemment, cette surabondance de Punisherie a donné quelques grands moments de porte-nawak, comme ce passage où Franky devient noir, suite à une opération pour dénoncer pour le moins maladroitement le racisme. Comme dans l'épisode atrocement nul de Superman où Loïs devient noire. On va laisser cet accident de parcours reposer en paix.
Il a même eu le droit à un crossover avec Archie, et une apparition dans le dessin animé Spider-Man, où il utilise des armes non létales vu que c'est pour les enfants, ce qui n'a aucun putain de sens. La Punisher Mania, sans doute pas aidée par cette overdose totale, certains choix pour le moins discutables, et le fait que les gens en avaient un peu ras le cul des gros bras réganiens qui carchérisent la racaille, va éclater en 95 comme une bonne grosse bulle financière des familles. Les 3 séries s'arrêtent coup sur coup et les tentatives de relance vont se vautrer comme des grosses otaries bourrées à la Suze. La faute en partie à des scénaristes probablement ivres, avec une série où il prend la tête de la mafia, n'importe quoi, et une autre où, après son suicide, il devient un ange vengeur avec des flingues magiques au service du paradis. n'importe quoi. Il faudra attendre 2000 et une série toute particulière pour assister au retour en grâce de Frank. Mais avant d'en parler, il va falloir faire une petite parenthèse sur le fait que le personnage soit aussi populaire que compliqué à manier pour Marvel. Et ça c'est lié à un concept largement diffusé mais particulièrement prégnant aux États-Unis, le vigilantisme. Salut les petites bites, c'est Freddy. Est-ce que vous aurez les couilles d'encaisser une bonne grosse définition de bâtard dans vos tronches de margoulin finis à la piste des bois? Wow, Freddy, tu nous fais quoi là? Oh, eh bien, ma foi, je songeais que dans une émission badass, j'allais en quelque sorte m'adapter au ton, vois-tu? Too much, Fred. Too much. Oh, bon, eh bien, l'anglicisme vigilante nous vient des États-Unis d'Amérique, où il a été emprunté à l'espagnol dès le 19e siècle, langue dans laquelle il désigne bien entendu un vigile, un garde, quelqu'un chargé de surveiller. On le retrouve déjà en latin avec les vigiles urbains, littéralement les yeux de la ville, chargés de la police nocturne. Il désigne spécifiquement ce que l'on nomme l'auto-justice, à savoir la mise en application de lois ou de règles par des individus ou groupes d'individus dans un cadre civil et en dehors des procédures judiciaires légales. L'emprunt à l'espagnol correspond à une période où ce type de pratique était monnaie courante sur le territoire nord-américain, notamment du fait de l'expansion des colonies dans des territoires pas encore sous contrôle gouvernemental. Cette notion traverse jusqu'à aujourd'hui l'histoire états-unienne, que ce soit au travers de la justice du Far West, le droit constitutionnel pour les citoyens de s'armer comme des gros chars d'assaut, les milices de quartier ou encore les lynchages. C'est aussi une notion du polar noir, genre très populaire aux États-Unis. D'ailleurs, la principale inspiration du Punisher, c'est le personnage de l'exécuteur de Don Pendleton, qui est super difficile à dire avec le nez bouché, avec la figure classique du justicier urbain. Ça ira les détails là, je pense. Mais le noir, c'est hyper important pour comprendre le Punisher. Eh ben, t'as qu'à écrire une émission là-dessus, me laisser finir celle-là. C'est vrai, je peux? Trop cool. Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait là? Bon, merci Frédien. De rien, grosse branlouze de... Toujours pas. Pas étonnant donc que le genre du super-héros soit un pur produit de l'oncle Sam, car au fond, nos guignols en collant versent tous plus ou moins dans l'auto-justice, dans une situation paradoxale propre à ces pratiques, à savoir faire respecter la loi tout en n'en respectant pas le cadre. Qu'ils en soient les suppléants ou que la police les tolère ou non, leurs activités sont très largement illégales. Mais le Punisher est aussi lié à cette autre tradition, là encore sans surprise très chère à la culture américaine, le justicier urbain meurtrier et armé jusqu'aux dents. Il est le pur produit d'une période où ces personnages, déjà présents dans les livres dont il s'inspire, explosent tout sur grand écran dans les Vigilant Movies. La grande époque des Dirty Harry, Tolérance Zéro ou Le Justifié avec Charles Bronson, précédant les années Reagan, cher aux défenseurs d'une Amérique de bourrin bas du front et pas très progressiste. Un engouement qui n'est sans doute pas étranger au succès de Frank Castle, mais qui le place dans une position douteuse vis-à-vis du reste des super-héros, dont les codes d'auto-justice respectifs s'arrêtent en général à cette ligne rouge. On ne tue pas les gens. Juste, non. Il y a bien sûr des exceptions, surtout dans les comics qui se veulent matures, mais c'est en quelque sorte une règle d'or classique du genre, qui n'a rien de gratuit ou de bisounours. Bon, on va pas se mentir, ce principe ne tient qu'à l'aide d'une logique propre aux comics. Parce qu'en réalité, vous vous doutez bien que des machines de guerre pareilles ne peuvent pas utiliser des gratte-ciels comme corde de ring et s'envoyer des camions dans la tronche en plein Manhattan sans dommages collatéraux. Le sujet a d'ailleurs été abordé dans des BD comme Banner ou Ultimate, où Hulk transforme le coin en Sarajevo dès qu'il pète une crise. Plus récemment, des films comme les Marvel ou Man of Steel semblent intégrer cette inévitable destruction massive. Mais dans les comics en général, on fait un peu comme si, à la manière de ce qui se passe dans les films d'action où les passants évitent toujours les bagnoles grâce à des réflexes d'acier.
Et là encore, il s'agirait de victimes collatérales, mais il serait assez peu réaliste de penser qu'un type comme Batman ne va pas finir par tuer quelqu'un vu la violence des branlées qu'il met. Dans la série Daredevil par exemple, qu'on va bien sûr aborder tout à l'heure et qui a un traitement assez bourrin, j'ai cru pendant plusieurs épisodes que le héros tuait des gens. Je veux dire, moi, un mec qui lâche un extincteur sur la tête d'un autre depuis plusieurs étages au-dessus, je pars du principe qu'il tue. Mais non, le mec il est confiant, ça va juste l'assommer. C'est juste que dans cet univers-là, les gens sont des gros sacs à point de vie. Oh tiens, Rosario Dawson. Mais si ce principe paraît d'assez mauvaise foi, il a un sens symbolique important. Les justiciers ne sortent du cadre de la loi que dans certaines limites. Dans une justice d'État, il y a une partie enquête, puis un jugement et l'exécution de la peine. En remettant les criminels aux autorités compétentes, les super laissent aux institutions beaucoup de leurs prérogatives, qu'ils se contentent de grignoter plus ou moins. Spider-Man, par exemple, est plus dans une logique d'aide à la communauté. En gros, comme vous pourriez venir en aide à quelqu'un qui se fait agresser, Spidey généralise ce comportement de manière obsessionnelle et adaptée à ses capacités. Un grand pouvoir, tout ça. Punisher, lui, que dalle, il fait l'enquête, juge qui est coupable et rend sa sentence perso. Sentence pour le moins définitive. D'ailleurs, ils ont toujours un peu de mal à lui coller des némésis vu qu'il fume tout le monde. De plus, là où les héros classiques ont tendance à être dans l'intervention, genre empêcher un braquage en cours ou contrecarrer des plans machiavéliques, Pupu, lui, il est en croisade, il attend pas que les mecs fassent quoi que ce soit, il les cherche, il les trouve et pan. Whedon, par exemple, estime que le Punisher n'a rien à foutre dans l'écurie Marvel. Il considère même que prétendre que ce type n'a jamais tué d'innocents, c'est des conneries fascistes. Je suppose qu'il ne parle pas là des balles perdues. Rappelez-vous, pas de dégâts collatéraux dans les comics. Mais de comment il pourrait tuer uniquement des gens qu'il aurait mérité en tirant ainsi dans le tas, ce qui est une objection tout à fait recevable. Je ne qualifierais pas Frank Castle de fasciste au sens propre. Il n'est pas raciste, d'ailleurs on le voit combattre l'extrême droite, ni sexiste ou homophobe, pas même nationaliste ou patriote. Je vais sciemment oublier ce truc. En soi, il ne fait pas de différence entre les criminels en dehors de leurs exactions. Il a même plutôt tendance à s'en prendre à des gros bonnets plutôt qu'à des petites frappes. Mais sur le principe, ça pose quand même un souci. Tout comme le posaient les Vigilant Movies, pas réputés pour être spécialement progressistes. Déjà la fascination pour les armes à feu ou la peine de mort comme solution, mais rien que le principe de se substituer à la justice d'État craint à fond. On pourrait aussi discuter du fait que, sans être volontairement raciste ou anti-pauvre, ces actions le sont structurellement, puisque ce sont les populations les plus fragilisées qui se tournent vers la criminalité. Alors quand je vois quelqu'un porter un t-shirt Punisher en mode référence pop culture, je trouve ça très cool. Mais quand je vois le symbole sur l'arme d'un keuf, qui est censé justement représenter l'état de droit, là non, non, c'est flippant ça. Je suis un gentil poulet. Non mais attends, tu nous bassines avec ton émission de 3h30, alors qu'en vrai t'aimes pas le Punisher? Eh si, j'adore même. D'ailleurs, de base, j'adore les Vigilant Movies, parce que je suis, pour rappel, un gros beauf poujadiste aux yeux des gardiens du bon goût et de la décence. J'adore les gunfights, j'adore l'action, j'adore les gros bourrins badass, j'y reviendrai pas, il y a une première émission là-dessus. Mais faut quand même piger 2-3 trucs, parce que c'est un peu relou de s'excuser en permanence de qui fait ça, que ce soit dans les films ou les jeux vidéo. Déjà, j'ai bien conscience du fond nauséabond de certaines œuvres, et je peux les apprécier en connaissance de cause, voire même m'amuser d'à quel point elles sont douteuses. Ensuite, c'est pas parce que je suis pas d'accord avec le personnage que je vais rejeter le tout. Pire, c'est pas parce qu'un personnage est comme ça que c'est le fond de l'œuvre. Alan Moore s'est fait traiter de facho à cause de Watchmen parce qu'un protagoniste est ouvertement d'extrême droite. Alan Moore, un putain d'anard qui a écrit V pour Vendetta. Ou Whedon qui défend le féminisme depuis des années et qui se fait traiter de sexiste pour une blague de Tony Stark. Genre, ça vous paraît aberrant que Tony Stark soit sexiste. Frank Miller aussi qui... Ah non, lui, il est grave réac. Ouais, oui, j'avoue. Enfin, faut vraiment arrêter avec cette logique. C'est exactement ce que je disais dans l'émission sur Will Ferrell et les cons. Franchement, si je devais avoir que des protagonistes Charlie, pas oppressifs et parangons de toutes les plus belles valeurs que je défends... Ouah, mais achevez-moi, quoi. Le sens, il doit être dans l'histoire, pas dans les discours et les comportements d'un modèle.
Et moi j'aime les histoires pour voir différentes réalités, différents points de vue, chercher à m'immerger dedans, à les comprendre un peu mieux. C'est d'ailleurs pour ça que le Punisher est intéressant face au choix qu'implique sa vision des choses et sa croisade sans fin, ou confronté comme souvent à des héros à la vision opposée comme Daredevil. C'est ainsi que l'on peut aborder le thème de la vengeance, d'une forme de justice entre guillemets naturelle face à la loi, de l'usage de la violence ou de l'inévitable criminalité, etc. En réalité, cela ne dépend pas tant du contenu que du traitement. Par exemple, le Punisher a été adapté 4 fois à l'écran de manière pas toujours très heureuse. Pourtant, un justicier dans la ville, c'est quand même pas le plus dur à adapter. Je ne piche pas qu'ils aient réussi à faire un Captain America crédible avant un Punisher réussi, c'est-à-dire dans la série Daredevil. Bon, le premier film, c'est avec Dolph Lundgren, pendant la grosse mode des bourrins de cinéma. Vous vous doutez bien que c'est pas du Ken Loach, hein. Là, leur optique, c'est complètement un Vigilante Movie de plus. D'ailleurs, même le crâne sur le t-shirt, ils trouvaient que c'était trop comic book, c'est dire. En 2004, ils ont retenté le coup en pleine mode des films de super un peu sombres, cuir et pose de branleur. Le Punisher, lui, était revenu sur le devant de la scène. Bon, et là... C'est vraiment un gros tas de merde. Déjà, c'est très mal réalisé, on se fait chier comme pas permis. Genre la scène où toute sa famille se fait tuer. Oui, alors parce que là, il tue pas que femme et enfants, c'est carrément ses parents, ses beaux-parents, mamie Brigitte, la cousine Marjolaine. J'aurais pu soulever la terre, j'aurais mis feu à l'enfer. Et il y a juste zéro implication émotionnelle, c'est atterrant. Maman ? Et c'est tout le temps comme ça. Le scénar en plus est débile, le mec est un infiltré super cool du FBI et plus du tout un mec qui revient de la guerre. Les méchants c'est juste des mafieux lambda avec Travolta qui cabotine comme d'habitude et des trucs comme ça. Le bras droit de Howard. Juriste, expert comptable, sadique. Impossible de savoir ce qui tourne dans la tête de ce gars. J'avoue, en 2004, ça craint. En fait, c'est un vieux reste puant des polars noirs, avec la figure emblématique de l'homme de main homosexuel dépravé et oui, je sais, j'écrirai une émission sur le polar noir. Et bien sûr, il y a 11 incohérences à la seconde, genre le mec se montre aux caméras, il torture des mecs dans son appart, tout le monde le reconnaît, mais pas de soucis, les flics débarquent jamais. Le pire, c'est qu'ils reprennent des éléments excellents de la BD, genre ses voisins. Mais là, c'est utilisé sans le contexte, qui fait que c'était une bonne idée. Par exemple, ce russe qui est culte dans le comics, mais qui là, juste, il débarque et il meurt, sans explication. Des fois, ils sont en mode too much, comme le fait de massacrer toute la Smala, mais le reste du temps, c'est super lisse. À aucun moment, il va vraiment chercher à aller buter tout le monde. Ce qui est un peu le principe du perso, quand même. Non, là, en général, il fait des plans tordus pour les emmerder, et le peu de mecs qui tue, c'est presque toujours en état de légitime défense. D'un côté, ils essaient de le rendre acceptable, mais au final, c'est encore plus puant. Parce que si tu te dis, ok, c'est le Punisher, c'est pas un gentil, c'est pas un modèle, ça passe. Mais là, ils essaient de justifier ses actes, et c'est craignos. Alors à la fin, il tient carrément un discours super facho. Pour pallier cette inadaptation, il est nécessaire d'agir en dehors de la loi pour appliquer une justice naturelle. Comme ça, gratos, alors qu'ils ont même pas pris le soin d'expliquer quoi que ce soit, genre en quoi le système est pourri ou je sais pas. Non, c'est juste, dites donc la justice, vous en mettez du temps quand même avec toutes ces procédures et tout. Bref, un Punisher maltraité, c'est à vomir. Alors bizarrement, il y a un court-métrage pas mal avec le même acteur. Le film de 2008 est beaucoup mieux, il faut le reconnaître. Réalisé par Lexi Alexander, il est beaucoup plus trash et violent, on a au moins ça à se mettre sous la dent. Il y a d'ailleurs une bande-annonce bien meilleure que le film, avec du gros métal, du bourrinage et un vieux grain old school. Le méchant est beaucoup plus marquant et il y a un vrai boulot sur l'action décomplexée, avec un côté série B. Mais ça reste assez mou, pas très malin, et il lui colle dans les pattes des innocents avec des trucs cucu qui saoulent. Non, c'est vrai, c'est chiant ça. Alors par contre, le Punisher de Daredevil, là ouais, là d'accord. Déjà l'acteur, il bouffe l'écran. Il prend ça hyper au sérieux et il arrive à être à la fois super badass et très touchant, ce que le film de Lexi Alexander n'arrivait pas à équilibrer. Et comme la série est très vénère, il arrive parfaitement dans le ton et il se lâche à fond sur le côté hardcore. En même temps, vu comment Daredevil lui-même était badass, fallait au moins ça. Mais surtout, ce qui fonctionne, c'est que c'est très bien écrit. Bon, il y a une partie de la saison consacrée à leur délire ninja, karaté, magie, mystère de l'Orient. C'était Shaolin le meurtrier. Mais Frank Castle, lui, est traité avec beaucoup de rigueur. On comprend ses motivations et ce qu'il ressent de manière très émouvante, même si la série n'essaie pas de justifier ce qu'il fait, au contraire.
En plus, comme dans les BD, la thématique de l'opposition avec Daredevil est hyper pertinente, puisque ce sont deux visions contradictoires de la justice. L'une qui fait encore confiance au système et que les criminels peuvent changer, il est avocat, Murdoch, et l'autre du type qui a fait la guerre, qui a tout perdu et qui a des solutions beaucoup plus radicales. C'est traité en questionnant ce qui fait vraiment la différence entre eux et l'importance de ne pas tuer. D'autant que ça fait un lien thématique avec l'intrigue d'Electra, qui elle a encore un autre point de vue. Mais surtout, il questionne le Punisher en tant que personnage, avec des procédés très bien vus. Par exemple, tant que tu te dis « ses ennemis, c'est des méchants vraiment très très méchants, c'est plus facile d'accepter ce qu'il fait. » Mais là, ils te font suivre un homme de main que le Punisher veut buter, et tu peux te prendre d'empathie pour lui, souhaiter qu'il lui échappe. Non, il n'y a pas photo, c'est sa meilleure incarnation à l'écran, à tout point de vue, et c'est très cool qu'ils en fassent une série solo. Mais dans les comics, s'il y a bien un auteur qui a compris tout ce qu'on pouvait faire avec le Punisher, c'est le petit gars qui a écrit la mini-série Welcome Back Frank, qui a remis le personnage sur le devant de la scène en l'an 2000. J'ai bien surnommé... Est-ce que t'as conscience que la plupart des gens voient pas du tout qui c'est? il devrait. Ennis est un scénariste nord-irlandais à l'origine connu pour des BD indépendantes et bien radicales comme le cultissime Preacher récemment adapté à la télévision. Un type à la fois bien vénère, trashouille et extrêmement brillant. Alors, je préfère le dire tout de suite, ce type est très très haut dans mon top des scénaristes de comics. Oui, c'est vrai, c'était pas clair, tu fais bien de préciser. Exit les délires surnaturels, on revient aux bases. La plupart du temps illustré par Steve Dillon, le Punisher repart bousillé du mafieux à la sulfateuse dans une série très gonzo, avec un humour bien noir et une débauche de violence pour le moins imaginative, des personnages complètement barjots et une ambiance ultra badass. Mais là où on voit qu'on n'est pas face à un Gugus provoque à deux ronds, c'est que c'est beaucoup moins con que ça en a l'air. Ennis est aussi radical dans ce qu'il se permet de représenter que dans son humour et son traitement des personnages. Cette première run, je la conseille vraiment aux gens qui veulent voir le potentiel fun et hardcore d'un tel perso. Frank fait alors toujours partie de l'univers Marvel et on y croise pas mal d'autres personnages comme Daredevil ou encore Wolverine et Spidey. Sauf qu'Ennis, il aime pas trop les super-héros et il ne s'en est jamais vraiment caché. Résultat, il se fait plaisir comme pas permis en les faisant humilier comme de gros guignols par un Punisher certes sans pouvoir mais nettement plus compétent que des Gugus en collant. D'ailleurs, Ennis avait déjà tâté du personnage en 1995 dans une histoire finement intitulée Punisher Kills the Marvel Universe. Au bout de 4 ans de ce régime, Ennis et son Frank Castle se débarrassent du poids de l'univers Marvel en passant dans la collection Max, qui sert à raconter des histoires plus violentes et plus sombres. Parce que ça n'était pas déjà assez? Plus besoin de tenir compte du passif de l'univers partagé ou d'intégrer des super blaireaux. Pupu version Max est bien plus proche de notre monde à nous, et là on rigole plus. Littéralement, car la série abandonne son côté fun et gonzo pour tailler dans l'essentiel avec des histoires viscérales et sans concession. Il faut savoir que Garth Ennis est un passionné d'histoire militaire. Il connaît extrêmement bien les coulisses des guerres, la vie, l'armement et l'entraînement des soldats. Mais il n'est pas pour autant un de ces admirateurs béats des conflits glorifiés et patriotes, fantasmant comme le premier ado identitaire venu, la beauté intemporelle de ces grands moments de massacre pour le drapeau, la patrie ou la démocratie dans ta face. Ennis décrit la guerre dans toute son horreur comme une sorte de moment où le pire et le meilleur des hommes peut apparaître. Il ne se prive pas non plus de coller ses tueries sur le dos d'enjeux géopolitiques et économiques bien sales qu'il connaît aussi historiquement que le reste, crachant sans vergogne sur les puissants planqués qui envoient des troufions se faire canarder pour leurs intérêts. Cependant, il dispose d'une qualité qui manque grandement à certains pacifistes bisounours un peu hippies, une qualité qui fait les grands récits de guerre. Un respect indéboulonnable pour les soldats, les épreuves qu'ils ont vécues, le courage ou la faiblesse dont ils ont pu faire preuve et les enfers qui les ont changés à jamais. Nous retrouvons donc avec un Punisher soldat extrêmement bien écrit, discipliné, entraîné, usant de ses armes et techniques avec une certaine rigueur. Un type plein de sang-froid qui saute à pieds joints dans les atrocités d'un monde de merde dont il a déjà presque vu le pire. Mais Ennis amène le personnage plus loin, là où il aurait peut-être toujours dû aller. Sur le papier, Frank Castle est censé être motivé par la vengeance, mais il la pousse au-delà des responsables directs de son malheur. Son passif militaire vient à l'origine justifier son entraînement. La mort de sa famille, elle, reste son principal déclencheur. Sauf que Frank Castle a fait le Vietnam. Le putain
de Vietnam. Dans Punisher Born, Ennis remet les pendules à l'heure. Si Frank a vrillé, c'est comme tant d'autres avant lui parce qu'il a vécu cette sale guerre. Le coup de génie est alors de le décrire non plus comme un fier vétéran vivant une injustice, mais un homme flingué par la guerre et incapable d'en revenir réellement. La mort de sa famille n'est alors qu'une goutte d'eau faisant déborder le vase, presque un prétexte pour plonger complètement dans une guerre qu'il se choisit, une guerre impossible et sans fin. Si vous devez un jour lire une seule saga du Punisher, et je m'excuse auprès des fans des classiques qui préféreraient sans doute Warzone ou War Journal, c'est bien la collection Punisher Max. Au travers de Frank Castle, Garth Ennis et ses souvent excellents dessinateurs fournissent un témoin du pire de l'humanité, les deux pieds dans toutes les horreurs et les complexités du crime, de la guerre, des opérations sales et des conflits politiques. Témoins d'extrêmes qui n'en sont pas moins notre réalité. C'est ainsi qu'on verra les différents types de criminalité, de la prostitution à la drogue en passant par le trafic d'humains. Mais on le verra aussi, enfin, s'en prendre aux criminels en col blanc dans des épisodes qui fleurent bon l'anticapitalisme et où on lui demande gentiment de s'en tenir à buter du pauvre. Spoiler, il n'en fait rien. La période Punisher de Ennis se termine sur un véritable baroud d'honneur intitulé Valley Forge, qui boucle la boucle en faisant le lien entre les raisons scélérates de la guerre du Vietnam qui a détruit Frank Castle et les plus récentes comme l'Irak et l'Afghanistan, avec pour méchants des officiers crapuleux se préparant une retraite au chaud dans des conseils d'administration d'armées privées. Un usage du genre qui me rappelle personnellement des films d'action comme L'Arme Fatale, dont le discours progressiste s'en prenait successivement aux magouilles des guerres américaines les plus sales, aux marchands d'armes qui inondent les quartiers noirs, à l'apartheid sud-africain et à ses soutiens internationaux, ou aux politiques d'immigration répressive qui pavent la voie au trafic d'humains. Bon, sur ce, il y a des voleurs de doudou qui attendent de se prendre ma justice entre les dents. Oh, mais arrête ton char, Bénur. Mec, tu peux te gaver de tous les films que tu veux, je te connais et t'es pas crédible. Vas-y là! T'es contre la peine de mort, tu pleures devant le petit dinosaure et tu trouves que Francis Cabrel, c'est super émouvant. Tu dis pas du mal de Francis. Non, puis... T'as des doudous, quoi. Dans la première émission que j'ai faite sur la violence, il y a quelques petites choses sur lesquelles j'aimerais revenir. D'ailleurs, je remercie les sémillants Vled, Tapas et Psynect pour les discussions qu'on a eues et qui m'ont fait réfléchir. Bon, d'abord, j'ai parlé de psychanalyse comme si c'était une branche légitime de la psycho, et c'est loin d'être le cas. Et du coup, la catharsis... 14, 6, bientôt en DVD. Le fait qu'on purgerait notre violence via une violence virtuelle, bah le consensus scientifique va pas vraiment dans ce sens. D'ailleurs, les études montrent plutôt qu'on a une sensation de défoulement, mais que les images violentes ont tendance à augmenter l'agressivité. Alors comment ça se fait qu'un type comme moi, qui adore ces trucs-là, en vrai, je sois plutôt... Une flippette. J'allais dire un gars à la cool, mais bon, admettons. Alors, est-ce que regarder de la violence de fiction, ça rend violent ? Il y a peut-être une autre question à se poser, c'est est-ce que la violence, c'est si mal que ça ? Je m'explique. D'après certaines études, encore, ce qui semble tempérer notre réaction à des images violentes, c'est notre éducation à ces images, notre éducation à la violence en général. Alors on pourrait imaginer un monde avec que des images peace et safe, où on serait tous élevés à être des bisounours. Sauf que la violence, elle est là, elle est partout dans le monde. Et cette violence, elle ne vient pas des jeux vidéo ou du dernier Tarantino. Elle vient de la misère, de l'absence d'éducation, des haines racistes, sexistes, homophobes, de rapports sociaux extrêmement tendus. Alors comment vous voulez éduquer les gens à la violence si on ne peut pas la représenter ? Comment on peut réagir à la violence réelle si on n'en a aucune notion, si on n'y a jamais été confronté, au moins virtuellement ? Comment voulez-vous qu'on s'y sensibilise et bien se rentrer dans le crâne qu'elle existe ? Alors vous allez me dire, une grosse connerie badass bien gonzo, c'est pour te faire plaisir, ça t'éduque à que dalle. Mais j'en suis pas si sûr. Violence is one of the most fun things to watch. That part of it, you go right. C'est une façon soft et détachée de la montrer, certes, mais une façon de la montrer quand même, de pouvoir s'en amuser sans que ce soit trop lourd. Et ça aussi c'est crucial, pouvoir s'amuser des choses difficiles.
Alors certes, ça peut désensibiliser, te faire dire que finalement, bon, c'est pas si grave. Et puis après avoir maté des gros bras sortir des phrases chocs et péter des genoux, c'est clair qu'on aura tendance à être un peu plus agressif, un peu plus grossier. Mais est-ce que c'est vraiment un mal ? Est-ce que ce qui est fort dans le badass finalement, c'est que c'est pas aussi une façon de pousser les gens à redresser la tête, à avoir moins peur, à être prêt à ne pas se laisser marcher dessus ? Alors je ne dis pas que toute représentation de la violence est bonne, il faudrait vraiment être très con. Apprendre aux gens qu'il faut nettoyer son quartier au Karcher, c'est idiot et dangereux. Mais mettre les gens dans la peau d'un criminel violent comme dans un GTA, est-ce que c'est pas leur faire comprendre des choses, un autre point de vue ? Le Punisher, c'est ça. Ça peut être une idée bien puante, mais ça peut aussi être une façon de représenter la violence du monde sous énormément d'angles. Cependant, il faut un Punisher. Alors pas en vrai, hein, surtout pas. Mais le personnage. Tout comme il faut pouvoir représenter la violence, la guerre, le crime. Ensuite, chaque auteur va l'utiliser à sa façon, et chacun va le recevoir différemment. Si elle peut se faire l'apologie d'une pratique réactionnaire, la croisade du Punisher peut aussi montrer fondamentalement la vacuité d'une guerre sans fin contre ce qu'on ne peut pas combattre à coups de fusil. Ah, et sinon, je sais pas si vous saviez, mais les gens qui disent oui, DC, c'est plus sombre que Marvel... C'était gratuit ça. Ouais, c'était mérité. Maman ?